espérance, ont chassé leur peur. Une paix immense remplit notre cœur. Sa promesse, Jésus changera. Deuillant la détresse quand il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute. Bonjour, me voici en promenade. Je suis là pour vous faire visiter le marécage, la partie marécageuse de la ville de Kinshasa. C'est une vaste zone, je pourrais dire une étendue, une surface, une aire agricole qui peut s'étendre sur 30 km de long et 10 km de large. Ça commence bien entendu au niveau de la cité du fleuve. Donc pour voir la cité du fleuve, je zoome un peu. Si vous remarquez, voilà la cité du fleuve. Toutes les maisons que vous voyez alignées ici en avant-plan, derrière lequel se trouve le... Donc vous voyez les immeubles derrière, ça c'est pas la cité du fleuve, là c'est la Gombe. Mais en avant-plan, toutes les maisons que vous voyez alignées, c'est la cité du fleuve. Et ces marécages longent le fleuve et ça va jusque très loin au niveau de la commune de Lancélé. Très loin là-bas si vous voyez. Et en passant par l'aéroport de Njili que vous voyez ici. L'aéroport de Njili, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est caché derrière ce buisson-là. Mais l'aéroport de Njili, c'est ça. Et ça, c'est la partie marécageuse, comme je vous ai dit. Et comme on y est, je vous présente. Vous voyez, je zoome ici. La partie marécageuse est baignée par une rivière. C'est la rivière Njili. Ici à Kinshasa, on appelle ça Ngwele. Vous voyez là, la ligne blanche que vous voyez, c'est caché par les herbes. La ligne blanche, c'est la rivière Njili qui va vers son confluent. Donc, c'est dans 1 kilomètre à peu près que ça déverse ses eaux sur le fleuve Congo. Ça, c'est la rivière Njili. Si vous regardez bien, vous voyez deux personnes sur une pirogue en train de travailler. Ici, vous savez, il y a des gens qui font le commerce du sable. Ils prennent du sable dans le fleuve et vont le vendre aux constructeurs, aux gens qui construisent des maisons. Ils sont en train de pagailler sur la rivière Njili. Et là, au fond, si vous remarquez bien, la cité du fleuve est bâtie au bord du fleuve Congo. Vous n'allez pas voir le fleuve, mais vous allez juste voir les repères qui bordent ce fleuve-là. Nous avons la cité du fleuve. Vous voyez que devant, ne regardez pas le deux tours. Le deux tours se trouve du côté de Brazzaville. Il y a un fleuve au milieu. Le fleuve est au milieu. Ça, c'est la cité du fleuve. Ici, vous allez voir ces baraques-là. Ce point noir, là où se trouve l'avion. C'est un campement de pêcheurs qu'on appelle Mongol. Ceux qui connaissent Kinshasa, savent ce qu'on appelle Mongol. C'est un campement de pêcheurs, un grand campement. Ça peut contenir plus de 100 maisons, 100 cases, 100 baraques. Et tout au long, ce que vous voyez, les arbres que vous voyez là, ce sont des arbres qui se trouvent au bord du fleuve. Donc vous ne verrez pas le fleuve. Si vous regardez bien, vous allez voir une ligne blanche là-bas. Mais vous pouvez voir des choses qui délimitent. Ça, c'est la partie marécageuse. Si je parle de marécageuse, voilà qu'il y a de l'eau partout. En temps normal, il n'y a pas d'eau. En temps normal, c'est sec et on cultive du riz. Mais maintenant, nous sommes en période de crue. Qu'est-ce qui se passe? Le fleuve va déborder. Quand le fleuve va déborder, la rivière Njili, bien entendu, elle aussi, qui verse ses eaux sur le fleuve, mais quand le fleuve déborde, ça refoule les eaux de la rivière Njili. La rivière Njili ne déborde pas à elle tout seul. La rivière Njili voit ses eaux refoulées, parce que le fleuve va déborder, ça refoule les eaux de la rivière Njili, et les deux maintenant déversent le surplus de leurs eaux dans ces zones marécageuses. Ce qui fait que partout c'est inondé. Vous voyez, les gens ne cultivent pas, ils sont en train de couper les herbes en attendant que ça soit complètement inondé, et on va reprendre le travail des champs au mois de janvier, février.
Ce qui se fait que partout, il n'y a que des inondations. Mais comme on y est, j'en profite aussi pour vous faire visiter les landscapes, donc les repères de la ville de Kinshasa. Là, vous voyez la cité du fleuve, mais en arrière-plan, derrière la cité du fleuve, vous voyez, c'est la commune de la Gombe, donc le centre-ville de la Gombe avec ses tours, ses gratte-ciel, si on peut les appeler. Même si ce n'est pas gratte-ciel, mais c'est tout de même, c'est pas des gratte-ciel du style comme à New York, comme à Chicago, je ne sais pas moi, comme à Hong Kong, mais c'est quand même des maisons qui s'élèvent à 100, 200 mètres de haut. C'est quand même des gratte-ciel, on peut les appeler comme ça. Si vous voyez toutes les maisons, les grandes constructions de la ville de la Gombe, et quand on balance un peu, regardez très bien, vous allez voir la tour administrative de la RTNC, ça c'est la commune de Lingwala, et tout au long ici, en avant-plan, c'est Kingabwa, 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 là c'est Massina, Massina, mais derrière vous voyez des collines, ça c'est la colline de Kisensu Kimbanteke, ça c'est l'échangeur délimité, voilà j'ai zoomé l'échangeur délimité. Mais regardez très bien en arrière-plan, derrière l'échangeur délimité, il y a une colline. Il y a une colline, vous voyez juste derrière l'échangeur délimité, vous allez voir qu'il y a une colline. Cette colline, on l'appelle colline inspirée. Pourquoi la colline inspirée? Je vais vous expliquer pourquoi c'est la colline inspirée. Mais si vous regardez encore très bien, puisqu'on parle de la colline inspirée, parce qu'il n'y a pas un sans deux, ou bien il n'y a pas une sans deux, puisqu'il s'agit des collines, je vous montre maintenant, vous voyez derrière l'antenne, à droite de l'antenne, nous avons une autre colline qu'on appelle la colline fertile. Il y a colline inspirée et colline fertile. Colline fertile, colline inspirée. Pourquoi on a donné des épithètes à ces deux collines? Et pourquoi cette guerre des collines? Je commence par la première colline, la colline dite inspirée. La colline inspirée est une colline parce que il faut d'abord commencer par dire que les deux collines abritent deux institutions universitaires. Ça c'est bien, c'est pour dire que c'est inspiré, c'est fertile. Mais pourquoi on dit inspiré? Inspiré, c'est au niveau de la mentalité de ceux qui la fréquentent. Là est construit, cette colline abrite l'université de Kinshasa. Vous voyez, c'est au loin, vous n'allez pas voir les bâtiments, mais si vous regardez très bien, vous pouvez distinguer quelques silhouettes qui ressemblent à qui sont des bâtiments. Les étudiants de l'UNIKIN, c'est depuis longtemps. Ce ne sont pas des noms qui ont été donnés là, tout à l'heure. Là. Non. Ce sont des noms qui ont été donnés dans les années 70, je ne sais pas moi, peut-être 80, mais 70 un peu. Ce sont nos grands frères qui ont donné ces noms. Les étudiants de l'UNIKIN ont dit, vous savez, Kinshasa est une ville qui abrite plusieurs collines. Hein? Comme vous voyez là, il y a beaucoup de collines. Mais leur colline n'est pas là une colline comme toutes les autres. C'est une colline particulière. Donc pour marquer leur différence, ils disent que nous habitons sur la colline inspirée. Notre colline est inspirée. C'est le creuset du savoir. Et notre colline n'est pas une colline normale, n'est pas une colline habituelle, ce n'est pas une colline anodine comme les autres collines. Non, nous on fait la différence. Nous, notre colline, c'est la colline inspirée. Et comme c'est les étudiants, c'est l'université de Kinshasa, les autres disent, mais non, nous aussi, nous sommes un creuset du savoir. Et nous, notre colline non plus n'est pas une colline comme les autres. Nous, c'est la colline fertile. Et là, c'est l'UPN, l'Université Pédagogique Nationale. C'est une guerre des collines, c'est de l'émulation, c'est une concurrence loyale. Moi, je pourrais dire pourquoi pas. Parce que nous avons deux collines, parce que dans notre pays, il y a plusieurs universités. Nous avons l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, mais à Kinshasa, nous avons deux universités d'État. Les universités qui relèvent du gouvernement central de l'État congolais. Les autres sont des universités privées ou confessionnées. Donc,
L'université ULK, c'est privé. L'université catholique, comme le nom l'indique, ça relève de l'église catholique. L'université protestante du Congo, ça relève de l'église protestante. L'université Simon Kimbangu, c'est pour l'église kimbanguiste. L'université William Booth, c'est pour l'armée du salut. Et il y en a plein. Il y a Bell Campus, qui doit être privé à ce que je sache, à moins que je me trompe. Il y a aussi l'université des Moon, comment ça s'appelle encore, j'ai oublié les noms, mon Dieu, Révérend Kim, oui, l'université du Révérend Kim, c'est, je sais pas moi si c'est privé, si ça relève de l'église Moon, je ne sais pas moi, mais les deux universités, ils se disent non, nous sommes des collines, puisque c'est bâti sur les collines. Les autres universités sont bâties sur des terrains plats, je pourrais dire sur la plaine de Kinshasa, et la colline inspirée. Comme on y est, profitons-en pour expliquer. La colline inspirée, c'est pour former les chercheurs. Là, c'est pour former des chercheurs. Et la colline fertile, c'est pour former des pédagogues, des enseignants. Donc, les enseignants jouent un rôle parce que ce sont des gens qui donnent du savoir aux gens. Ce sont des catalyseurs de connaissances. Puisqu'on ne peut pas dire que l'élève, dans la pédagogie, on dit l'élève est le centre d'intérêt. Donc, tout doit partir de l'élève. Et l'enseignant est là pour essayer de catalyser. C'est un manager. Il est en train de coacher l'enfant pour que l'enfant puisse exploiter ses potentialités et qu'il puisse développer son sens d'observation et son ingéniosité. Du reste, et en plus, l'enseignant lui ajoute certaines notions que l'élève ne connaît pas. Mais on ne peut pas dire que l'enseignant donne tout à l'élève. Non, 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 non. L'enseignant permet d'abord à l'élève de puiser dans son fort intérieur, d'épuiser les richesses qu'elle a, de le mettre en valeur et de lui ajouter des connaissances supplémentaires et ensuite, avant de les orienter, de les canaliser pour qu'ils soient un intellectuel accompli. Voilà le travail des enseignants. Voilà pourquoi ils sont aussi un creuseur du savoir. Voilà pourquoi il dit c'est la colline fertile. À mon avis, c'est une colline où on fertilise les connaissances. L'élève vient avec certaines connaissances, mais devant l'enseignant, l'enseignant va agir comme un engrais chimique qui va essayer de pétrir ses connaissances, de le fertiliser de façon à ce qu'il puisse produire. Parce que quelqu'un qui n'a rien en soi, même si on se poumonne, on ne va pas tirer grand-chose de lui. Mais le rôle de l'enseignant, vous pouvez avoir des potentialités. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas du domaine et quelqu'un qui ne connaît rien, vous n'allez pas exploiter vos potentialités. Voilà pourquoi l'enseignant est très important. Et c'est la raison pour laquelle on a consacré toute une université à ne former que des enseignants, des gens qui savent coacher les gens afin qu'ils puissent trouver des meilleures connaissances. Là, on forme des enseignants et ici, ce sont des chercheurs comme je vous ai dit. Il faut trouver un médicament, il faut trouver un vaccin, il faut trouver la formule, il faut fabriquer un vaccin comme je dis, trouver la formule, fabriquer du savon, faire ceci, élaborer des lois, monter un plan d'urbanisme, c'est là-bas. Ce sont les chercheurs, les polytechniciens, le médecin. Et sur cette colline, voilà pourquoi on y a rattaché l'université, la clinique universitaire de Kinshasa. C'est pour permettre des recherches scientifiques. Et on y a rattaché le centre neuropsychopathologique, donc le CNPP de Kinshasa, pour essayer de mener des recherches sur comment soigner des gens qui souffrent de neuropsychopathologie. Et il y a plusieurs domaines de recherche. Donc ça, c'est l'avenir de la République se trouve dans la recherche et c'est dans la colline inspirée qu'on est en train de préparer, de mener ces recherches, de former ces chercheurs. Et dans la colline fertile, on est en train de former des managers de conscience pour réveiller les intelligences. Entre-temps, si vous voyez, avant de tourner ce chapitre, vous voyez au pied de l'échangeur délimité se trouve le motel Fikine et la foire internationale de Kinshasa qui se trouve précisément dans la commune de Limete. Mais à gauche de l'échangeur, c'est la commune de Lemba.
Et la commune de Lemba se prolonge jusqu'à Lunekine. C'est toujours la commune de Lemba. Mais lorsque vous allez un peu plus à gauche, la commune de Lemba jouxte la commune de Matete. Ensuite, il y a la commune d'Endjili qui se trouve de l'autre côté. Les collines que vous voyez là, c'est Kisenso, Kimbanteke. Ndjili, c'est pas sur une colline. Ndjili, c'est sur une plaine. Mais Kisenso et Kimbanteke, c'est sur des collines. Et là, vous voyez, derrière, comme je dis, derrière l'échangeur délimité, c'est la colline inspirée, l'Unikine. Mais à gauche de la colline inspirée, il y a une autre colline là. Ça, c'est Mbanzalemba et les autres. Si vous regardez très bien, il y a une toiture rouge. Si vous voyez très bien, c'est Rigini. C'est toujours dans la commune de Lemba. Mais cette toiture-là, c'est la charpente de l'église du pasteur Barouti. Donc, une église du message. Bon, les branamistes, eux, n'aiment pas qu'on les appelle les branamistes. Ils disent que ce sont les gens du message, donc une église du message. C'est un landscape. Pourquoi? Parce que ça se voit même de très loin et c'est reconnaissable. Voilà pourquoi je cite. C'est quelque chose, c'est juste une église. Et entre la colline inspirée que vous voyez et la colline fertile, mais vous voyez, il y a une autre colline qui est un peu plus basse par rapport à la colline fertile. Ça, c'est la commune de Mongafula. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des sites de Kinshasa. Bon, on ne peut pas arrêter si on ne cite pas. De l'autre côté, vous voyez, c'est l'aéroport d'Endjili. Si vous voyez, l'aéroport d'Endjili, ça se trouve dans la commune de Lansele. Les collines que vous voyez ou les plateaux que vous voyez derrière, c'est bon, ce n'est pas vraiment pas ça. Pas ça, c'est un peu en bas. Mais ce sont des plateaux à la périphérie de Kinshasa. Derrière ces plateaux, ce sont les plateaux de Bateke, comme on dit. Ça va vers la province du Bandundu, précisément la province du Kwango. Maintenant, revenons à nos moutons. Si je vous ai amené ici, c'est bien de faire une visite guidée, mais c'est à cause de ça. Je vous ai amené ici pour vous montrer ce sentier. Comme vous le remarquez, au début, vous voyez, il y a des camions qui viennent, qui transportent du sable. Si vous voyez très bien, ce camion, ça transporte du sable. On est en train de construire une digue. Mais cette digue, à la longue, au terme, on va le transformer en une route de dessert agricole. Pour quelle raison? Premièrement, qui est maître d'œuvre, maître de l'ouvrage? Maître de l'ouvrage, c'est toujours l'État congolais, bien entendu. Mais c'est fait avec la coopération chinoise. À l'époque de Mobutu, on avait le programme national riz qui constituait à exploiter ce terrain marécageux, à le rentabiliser dans la culture du riz. On avait le programme national riz, on avait transformé ces terrains marécagés en une grande rizière, on cultivait le riz. Et le programme continue. Les Chinois sont partis, il y a certains Congolais qui ont récupéré l'affaire et qui continuent à cultiver les lopins de terre qui leur ont été attribués. Même ici, ces lopins de terre, en temps normal, on cultive. Mais, puisqu'il n'y avait pas d'encadrement, c'était des terrains laissés à l'abandon. Et comme vous voyez, en cas d'inondation, c'est inondé, on ne fait rien. Maintenant, les Chinois, avec le gouvernement congolais, ont pris l'initiative de construire une route de dessert agricole. Cette construction a trois objectifs. Premièrement, on a besoin de construire une station de pompage d'eau, une station de rétention d'eau. Ça se trouve là. Quand vous voyez de l'autre côté, il y a quelques maisons que vous voyez là-bas. C'est à ce niveau qu'on va capter de l'eau. Pourquoi? On va pomper l'eau de la rivière Ndjili à ce niveau-là. Lorsqu'on va pomper cette eau, on va le retenir dans un bassin de rétention. Pour quelle raison? Pour que pendant il y a une saison où c'est complètement sec et on n'arrive même pas à cultiver, on manque d'eau. Ne vous fiez pas à cette eau qui a inondé. À un certain moment, lorsqu'on commence à partir du mois de janvier, février, mars, l'eau ça sèche complètement et les cultivateurs manquent d'eau.
Et avec ces stations de rétention d'eau, on va capter l'eau. On va faire comme en période de vache grasse, quand il y a beaucoup d'eau, on essaie un peu de stocker de l'eau quelque part dans les bassins. Et lorsqu'il aura, quand viendra la période de vache maigre, la période de sécheresse, on distribue de l'eau aux agriculteurs. Et la station de rétention, ça sera là. On fait une station de rétention et une station d'exode. Ce sont des termes techniques. Ce sont des gens qui travaillent. Quelqu'un, un agent, un de ceux qui sont en train de faire ces travaux me l'a dit. Mais l'autre aussi. Mais pourquoi cette route? Ce qui n'est aujourd'hui qu'une digue. Cette digue a deux objectifs, lui aussi. Le premier objectif, c'est pour empêcher à ce que les eaux refoulées par la rivière Ndjili et le grand fleuve Congo ne puissent pas inonder cette partie de Masina. Parce que cette partie, on veut l'exploiter. Ça a longtemps, ça a resté longtemps non exploité. On veut maintenant l'exploiter. Et pour mieux l'exploiter, il faut empêcher que les eaux du fleuve ne puissent arriver. Et on construit cette route sur 9 km. Et cette route sur 9 km, ça va s'arrêter quelque part. Le deuxième objectif, c'est bien pour permettre, comme je vous ai dit, cette zone marécageuse fait 30 km de long et 10 km de large. Vous voyez là où nous sommes encore au milieu de la zone marécageuse. Voilà la terre habitée. Le quartier, ça se trouve très loin. Maintenant, quand j'essaie un peu de zoomer, voilà Masina. Pour atteindre Masina, vous pouvez compter combien de kilomètres il faut. Et pour atteindre Kingaboa, combien de kilomètres il faut. Pour atteindre la cité du fleuve, combien de kilomètres qu'il faut. Et lorsque quelqu'un a travaillé pendant toute la journée, il est fatigué, le soir, il transporte son colis, il fait le pied jusque-là, non. Et avec ça, il ne peut transporter qu'un petit fagot, un petit bagage, un petit colis. Mais lorsqu'il a produit des sacs, voilà pourquoi il faut une route qui puisse évacuer les produits qui seront cultivés, qui seront récoltés ici. À la longue, on aménage cette route pour en faire une route de desserte agricole. Ça va permettre l'évacuation de tout ce qui est produit ici pour l'amener dans la cité et pour l'économiser, pour le commercialiser. Voilà pourquoi le gouvernement a émis l'idée de construire cette route de desserte agricole. Mais là, en ma qualité d'oratrice de la République, j'ouvre le débat. Il faut réfléchir un peu. La route qui quitte Masina, ça progresse jusqu'à 9 km. Donc ça arrivera à un certain moment. Mais pourquoi ne pas? Lorsque vous regardez là-bas au fond, c'est l'aéroport. Et depuis longtemps, il y a un projet qui dort dans les tiroirs. C'est le projet de construction d'une route périphérique qui commence par l'aéroport et qui débouche sur l'avenue de poids lourds de l'autre côté. Ça, il faut lancer la réflexion à nos autorités. À l'heure actuelle, nous avons de sérieux problèmes d'embouteillage. Il n'y a qu'une seule route qui permet aux véhicules de quitter le district de Tchangou, 5 communes, avec plus de 3 millions d'habitants. Parce que la commune de Kimbantseke a à elle seule 1 million d'habitants. Ce n'est même pas une commune, c'est une ville. Mais ça peut même être un État, parce qu'il y a des États qui ont moins d'1 million d'habitants. Mais la commune de Kimbantseke a à elle seule 1 million d'habitants. La commune de Masina, c'est aussi, on l'appelle toujours Chine populaire. La commune de Masina a plus de 700 000 habitants. La commune de Ndjili compte un peu moins, mais c'est dans les 300 000 habitants. La commune de Lansele, au départ, c'était moins peuplé, mais ça commence un peu avec l'urbanisation, ça commence à avoir des habitants. On peut dire que la commune de Lansele peut compter 200 000 habitants. La commune de Maluku, un peu 150 000 consorts. Mais lorsque vous faites un calcul, vous pouvez atteindre 3 millions d'habitants. Et quand il y a 3 millions d'habitants, il y a combien de véhicules? Si on peut dire un véhicule pour 10 habitants. Donc c'est que
il y a au moins 300 000 véhicules qui quittent Canggu pour aller en ville. Et ils n'empruntent qu'une seule route, le boulevard Lumumba. 8 bandes, 4 bandes aller, 4 bandes retour. Et le boulevard Lumumba n'est aidé que par l'avenue de poids lourds, mais au niveau de Pont Matete. Poids lourd, c'est 4 bandes, 2 aller, 2 retour. Ce qui fait que même en ces moments, à tout moment, il y a des bouchons terribles au niveau du boulevard Lumumba, surtout dans la partie est de la ville, donc côté Canggu. Pourquoi ne pas penser à cela? Moi, quand j'avais appris qu'on est en train de construire une route et qu'une femme qui n'est pas du domaine, mais une femme, une riveraine ici, m'avait dit qu'on est en train de construire une route qui mène vers l'aéroport, j'avais dit bravo nos autorités, ils ont quand même une vision. Mais quand on me dira que c'est juste la route va s'arrêter quelque part à 9 km et puis je me suis dit oh ça y est, on est encore loin. Or si nos autorités puissent réfléchir, bon ils réfléchissent, hein, en tout cas je retire ce mot, je ne peux pas dire nos autorités réfléchissent, mais si nos autorités peuvent pousser encore un peu plus cette vision, au lieu de s'arrêter à une route de dessert agricole, mais ils construisent une vraie route, une route périphérique comme il est prévu dans le plan pour désengorger le boulevard Lumumba et l'avenue de Poids Lourds. Il ne faut pas, on a essayé avec le saut de mouton, on a érigé un saut de mouton au niveau de Bonhomme, un autre au niveau de Bitabe, un autre à quel niveau? Au niveau de Pascal. Ça a résolu quel problème? Les embouteillages continuent. Donc le problème, ce n'est pas une question de saut de mouton. Le problème, c'est que la ville de Kinshasa a besoin de routes secondaires, d'autres routes. Et si on construisait cette route périphérique, voyez tel que je suis là, la route pointe comme ça traverse le marécage. À partir de l'aéroport, ça débouche sur l'avenue de Poids Lourds. Ça permettra à ce que les gens qui veulent voyager, au lieu de prendre le boulevard Lumumba, ils prennent simplement cette route, ils vont à l'aéroport. Ils vont à l'aéroport. Et c'est le moyen le plus rapide. Ils vont éviter tous les embouteillages qu'il y a. Parce que sur l'avenue le boulevard Lumumba, tout ce qui vient de Djili entre par là. Tout ce qui vient de Mokali ou qui vont à Mokali passe toujours par là. Il y a des véhicules qui viennent de province, la province de Kwilu, la province de Kwambo, la province de Maindombe, parce qu'il y a des véhicules qui viennent du Nombo, la province du Kasaï, la province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental. Tous ces véhicules n'ont qu'une seule voie d'accès au centre-ville de Kinshasa, c'est le boulevard Lumumba. Ce qui fait qu'avec ces 8 bandes, le boulevard Lumumba est saturé. Quelles que soient les initiatives qu'on fera, ça ne pourra pas résoudre les puneux problèmes des embouteillages. Mais si on essaye de pousser un peu, on met des moyens, on construit cette route, ce que vous voyez là, l'idée est déjà bonne. Ça, il faut quand même encourager. C'est pour permettre aux Kinois de manger à leur faim. C'est pour permettre de mettre en valeur ces terrains qui sont abandonnés, qui sont inondés à chaque année. Non. Mais l'aéroport d'Indjili ne se trouve pas très loin. Voilà là où ça se trouve. 9 km, ça va s'arrêter peut-être au milieu. Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin? D'élargir cette digue, de construire du béton, d'essayer de protéger cette route et puis de mettre de l'asphalte, de construire de vrais macadam. Comme ça, on va résoudre quel problème? Ça va permettre à une bonne partie des gens qui habitent Massina, qui habitent Nsele, qui habitent Maluku, qui viennent des provinces, aux gens qui viennent du voyage, qui descendent de leurs avions, au lieu de prendre le boulevard Lumumba, ils vont prendre cette route. Et ça va permettre à ce que les gens de Massina, de Kingaboa, au lieu de passer par l'avenue de Poids Lourds, ils prendront cette route. Et ils aboutiront au niveau de Baramoto, peut-être sur l'avenue de Poids Lourds. On aura contourné le boulevard Lumumba, on aura contourné une bonne partie de l'avenue de Poids Lourds. Et ça sera une autre route pour essayer de désengorger le boulevard Lumumba et l'avenue de Poids Lourds qui se trouvent en ce moment saturés. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et je parle en tant qu'orateur de la République. Simplement pourquoi? Parce que nous avons des idées à apporter. Comme on y est, avant de chuter,
j'aimerais dire pourquoi je parlais d'oratoresse. C'est juste pour enseigner l'organisation d'un État, comment est-ce qu'une civilisation évolue. Dans une civilisation ou dans un pays, il y a 3 catégories de gens, ou il y a 3 classes de gens. La première classe, c'est la classe des oratores. Les oratores, ce sont les idéologues. Ce sont des gens qui donnent des idées. Ce sont des gens qui set the patterns, comme on dit en anglais, qui posent les jalons de l'idée. Ce sont des gens qui forgent l'esprit commun. Quand on dit l'esprit américain, c'est qu'il y a un ensemble de principes, un ensemble d'idées qui ont été élaborées par les grands penseurs et qui a fait que les Américains puissent développer une sorte d'identité, qui a forgé l'identité américaine. Quand vous voyez un Américain, on sait très bien que c'est quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas ça. Ce sont des gens qui aiment la recherche, ce sont des gens qui aiment se débrouiller, ce sont des gens qui aiment l'aventure, ce sont des gens qui ne lâchent rien, ce sont des gens lorsqu'ils échouent, ils se relèvent, et ce sont des gens qui sont combatifs, ce sont des gens qui gagnent, parce qu'il y a un esprit, un mental qui a été forgé à partir des idéologues. Ce sont les orateurs qui élaborent cela. Ce sont une civilisation pour commencer à exister. Il faut qu'il y ait des idéologues. Et ce sont les orateurs. Mais qui sont les orateurs? Les orateurs sont les écrivains. Comme dans la Grèce antique, c'est des philosophes, des Pythagore, mathématiciens bien sûr, scientifiques et philosophes, des Socrate, des Aristote, des Platon, ceux qui ont forgé l'esprit athénien. Ce qui a fait que n'importe quel Athénien, quand vous le voyez, vous savez qu'il est fort en ceci, il est fort en cela, il est comme ça. Ça a forgé une identité. Ce sont les oratores. Les orateurs sont les juristes, ceux qui élaborent des lois. Ce sont des législateurs, ceux qui essayent de penser comment sera la République. Ce sont des critiques positives. Et bon, la critique est soit positive ou négative. La critique positive, c'est pour encourager. Et la critique négative, ce n'est pas pour s'opposer, non. C'est pour frapper le poing sur la table, c'est pour montrer du doigt ce qui ne va pas. Pas doigter, mais c'est pour indexer ce qui ne va pas. C'est pour dire à l'autorité là, en tout cas, ça ne marche pas. Comme ces derniers temps, je fais mon travail d'oratoresse pour condamner le RAM. Cette histoire, ça nous bouffe des unités. Si vous remarquez, aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs des réseaux, ces sociétés-là, je ne cite pas leur nom, ils peuvent vous dire qu'ils commencent à faire moins de chiffre d'affaires. Ils ont un manque à gagner parce que les gens n'achètent plus vraiment des unités. Pourquoi? Parce que les gens ont peur d'acheter des unités que le RAM va bouffer. Et nous sommes en train de fustiger cela pour demander à l'autorité de retirer. Ce n'est pas que nous sommes en train de combattre l'autorité, mais nous sommes en train de dire, en tant qu'orateurs, nous sommes en train de montrer, nous sonnons l'alarme. Nous disons que non, le peuple n'est pas content. Et je critique aussi ces derniers temps, pas ces derniers temps, mais depuis 20 ans, je critique la fourniture du courant électrique qui est catastrophique, je pourrais même dire calamiteuse. Non, on ne peut pas penser que nous sommes à Kinshasa avec un courant pareil, un courant qui nous est fourni 2-3 heures par jour, avec des coupures intempestives, de sorte qu'il y a des moments lorsque ça vous fournit comme ça pendant 2 jours, 3 jours, la 4e jour et la 5e jour, c'est une panne qui va prendre 2, 3, 4 jours. Ensuite, on vous relance le courant. Non, c'est pas intéressant. Et je critique aussi l'eau potable. La fourniture n'est pas bonne. L'eau potable. Vous pouvez imaginer qu'à Kinshasa, il y a des gens qui boivent l'eau du forage. Et il y a d'autres à Kinshasa qui boivent l'eau des puits avec les nappes phréatiques qui sont polluées. Mais c'est pas intéressant. Ça, c'est la critique. C'est le travail des orateurs. Les orateurs, c'est aussi des prêtres dans une société religieuse, comme des républiques islamiques, des républiques chrétiennes, des républiques judaïques, des républiques, je ne sais pas moi. Et les prêtres aussi, comme Moïse, c'était un orateur. Samuel, c'était un orateur. Et vous comprenez, Samuel, Nathan, c'était un orateur. À l'époque, les orateurs, c'est qui? Ce sont les leaders d'opinion. Ce sont des gens qui sont les gardiens du temple. Ça, c'est
au sens figuré. Ce sont des gens qui veillent à ce qu'on ne puisse pas s'écarter de la logique. Ce sont des gens qui impulsent les valeurs. Ce sont les oratores, les gens qui sont à la base de la civilisation, des gens qui fondent la civilisation à partir des idées. Parce que pour vivre, la différence entre l'homme et l'animal, c'est à partir des idées. Et ceux qui construisent les idées pour essayer d'orienter une société dans une direction donnée, ce sont les oratores, ce sont les écrivains, les poètes, tout ce qui imprime des valeurs collectives, tout ce qui donne leur fierté intellectuelle au pays, ce sont les oratores. Mais ça ne s'arrête pas par là. Un pays, pour vivre, n'a pas besoin que des idées. Le pays a aussi besoin que l'ordre soit établi. Le pays a aussi besoin d'être défendu en cas d'attaque. Et dans des sociétés concurrentes, nous, au Congo, nous ne sommes pas un pays concurrent, bien entendu. On n'aime pas ça, on est un pays pacifique, c'est bon pour nous. Même si nous sommes combattus à tout moment, nous sommes pacifiques. Mais les sociétés concurrentes, il y a ceux qui vont à la conquête, pour essayer d'annexer d'autres terres, de conquérir d'autres terres, ceux qui vont coloniser. On ne va pas coloniser avec des idées, on va d'abord coloniser avec les armes, et quand on a conquis un territoire, maintenant on impose des idées. Et pour qu'il y ait des gens là, ces gens-là qui défendent le pays en cas d'attaque, des gens qui portent les armes pour repousser l'ennemi, pour instaurer l'ordre, ce sont les militaires, donc l'armée, ce sont les policiers, mais on peut aussi y associer les sapeurs-pompiers, ceux qui luttent contre les flammes, et les vigiles, je ne sais pas moi, le scout, pourquoi pas les agents de la Croix-Rouge, bon, ça va de soi, je ne sais pas moi, mais c'est l'armée, la police, les sapeurs-pompiers, ce sont les bellatores. La première classe, ce sont les oratores, ceux qui élaborent les idées, ceux qui construisent le pays avec les idées. Les bellatores, ce sont ceux qui défendent la République en portant des armes, ceux qui assurent le maintien de l'ordre, ce sont les bellatores. Et ils sont intéressants, leur importance, c'est pour préserver l'harmonie, la paix, la concorde nationale. Lorsque vous n'avez pas de grands bellatores, le pays sera à chaque fois envahi et vous ne serez pas en paix. Vous allez perdre votre souveraineté. Voilà quand Athènes avait perdu ses bellatores, avait faibli du côté bellatores, même les philosophes ont été massacrés. Socrate a été tué sous l'occupation de Sparte. Et la plupart des philosophes ont fui simplement parce que les bellatores ne pouvaient plus faire leur travail. Mais ça ne suffit pas. Un pays, pour exister, a d'abord besoin d'une base idéologique. Ça, c'est le travail des oratores. Il a aussi besoin d'une protection militaire. Ça, c'est le travail des bellatores. Mais il a aussi besoin d'une main laborieuse. Les gens qui travaillent. Et voilà l'importance d'une troisième classe qu'on appelle la classe de laboratores. Les laboratores, leur travail, c'est quoi? C'est ceux qui produisent. Ce sont des fermiers, les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, ceux qui travaillent dans l'industrie, le manufacturier. Pourquoi pas les artistes? Les artistes, on peut le mettre du côté des oratores lorsqu'ils s'expriment à travers leur art, lorsqu'ils s'expriment. Mais lorsqu'ils sont en train de sculpter, ce sont les laboratores, ils sont en train d'élaborer quelque chose. Ils font du labeur. Ça, c'est les laboratores. Mais lorsque ils essayent de communiquer, de transmettre un message à travers leur statue, à travers leur, je ne sais pas moi, leur peinture, ça, ce sont des oratores. Parce que une œuvre d'art, ça peut apprendre beaucoup de choses, ça peut changer certaines mentalités. Donc la différence entre les oratores travaillent sur les mentalités, les laboratores travaillent sur le ventre pour nourrir le corps. Donc les artistes, on peut le mettre un peu à cheval, mais les laboratores, ce sont les ouvriers, comme je dis, les cultivateurs, les agriculteurs, les agronomes, les fermiers, les ouvriers, les gens qui travaillent à l'usine, les gens qui travaillent dans des mines, les commerçants, ce sont
les laboratoires, tous ce qui sont dans le circuit alimentaire, tous ce qui sont dans la production de biens et services pour permettre aux gens de vivre, ce sont les laboratoires. Et les trois classes, lorsque ça fonctionne bien, on parle d'un État bien construit et bien bâti. Je ne donnerai pas les exemples, mais je pourrais quand même dire les oratoires aux États-Unis. Je prends l'exemple des États-Unis. Je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent aussi, ils peuvent aussi, ce n'est pas une parole d'évangile, mais je suis en train un peu de dire, les oratoires, ce sont des gens comme de Benjamin Franklin, Patrick Henry, Thomas Paine, Mark Twain, qui d'autre encore, David Thoreau, Waldo Emerson. Ce sont des gens qui produisent des idées, qui à partir de leurs idées, les gens du Mayflower, c'est que les Pilgrims, tous ceux qui ont produit les idées, tous ceux qui ont donné la motivation aux gens, il faut croire au rêve américain. Ceux qui ont forgé l'œuvre américaine, ce sont les orateurs. C'est à partir de là que les Américains ont forgé un esprit combatif. C'est ceux qui ont encouragé, ceux qui ont façonné l'esprit américain. Ce sont les orateurs. Les Bellatores, c'est qui? C'est juste l'oncle Sam. L'oncle Sam à travers le Pentagone, les Marines, les GI, la CIA, le FBI. Ce sont les Bellatores. Ce qui permettent à ceux qu'on ne puisse pas attaquer les États-Unis et qui permettent aux États-Unis, même s'ils les font un peu trop, d'aller conquérir le monde. C'est à travers leur armée. Et maintenant, les laboratoires, c'est Coca-Cola. Coca-Cola aussi, on peut le mettre du côté des orateurs, mais comme ça produit des capitaux, Coca-Cola, les Bill Gates, les Apple, Steve Jobs, et tous les industriels américains, tous qui ont de l'argent. Les orateurs, on peut aussi mettre les Billy Graham, les Renard Bonquet, les Branham, William Morton Branham, le Charles Russell, des témoins de Jéhovah, les Joseph Smith. Ce sont des gens qui ont forgé. Cette catégorie de gens, ceux que je viens de citer, surtout William Branham, Charles Russell, Joseph Smith, ils sont beaucoup plus sur le plan mondial. Ce n'est pas que pour les États-Unis, parce que les témoins de Jéhovah, on les trouve partout. Les gens du message, on les trouve partout. Les gens qui suivent Billy Graham sont aussi partout. Et puis les Mormons sont aussi partout. Donc les gens de l'Église des Saints des derniers jours sont un peu partout. Voilà un peu, à titre d'exemple, à titre exemplatif, les orateurs, les bellatores et les laboratoires américains. Chez nous, si on creuse bien, on trouvera aussi les orateurs, on trouvera aussi les bellatores, on trouvera aussi les laboratoires, même si de ce côté-là, dans notre pays, il y a un grand effort à opérer. En Chine, les orateurs, ça compte parmi les Confucius, ça compte parmi les Lao-Tzu, ça compte parmi les Li Taibo, ceux qui ont cultivé l'esprit chinois. Ça compte parmi les acteurs. Bruce Lee aussi, on peut le mettre parmi les orateurs, parce qu'ils ont forgé l'esprit chinois, c'est que le kung-fu. Ceux qui ont dit aux Chinois qu'il faut se mettre au travail, il faut faire le commerce, ce sont les orateurs. Les bellatores, aujourd'hui la Chine construit des missiles. La Chine a aussi une armée, même si la Chine ne met pas trop d'accent côté bellatores, mais qui veut la paix prépare la guerre. Et la Chine, lorsqu'elle construit des bateaux de guerre, des navires de guerre, elle envoie des fusées dans les airs, c'est pas pour rigoler, hein. Ils sont en train de forger leur côté bellatores. Et le laboratoire chinois, on connaît, c'est l'usine du monde. Tout ce que nous avons, même le téléphone que j'utilise, c'est fabriqué en Chine. Ça fait rentrer des capitaux. Voilà un peu cela. Et c'était juste pour finir, je voulais dire ceci. Une route pareille est très bonne parce que Kinshasa a des problèmes d'évacuation de ses produits vivriers, de ses produits maraîchers. La route de
Njili Brasserie, c'est Goma, Flaro, de Dingi Dingi, Sanda, c'est abîmé, c'est délabré. Ce qui fait qu'à un certain moment, moi quand j'étudiais à l'Institut Biochimie de Njili, on avait chaque jour des camions qui quittaient Sanda, qui quittaient Dingi Dingi, qui arrivaient à Kinshasa, qui arrivaient à Njili, au quartier 6, au marché du quartier 6. C'était un peu comme un petit marché de la liberté. Il y avait des produits vivriers, des camions qui arrivaient, on amenait des feuilles de manioc, on amenait des légumes, on amenait des patates douces, des ignames, on amenait même de maïs et tout. Cette route est délabrée, ce qui fait que les gens de Njili ont du mal à s'approvisionner en produits, alors qu'à Njili on mangeait bien parce que c'était approvisionné. Et ici à Kingabwa, bon, nous sommes dans la partie Massina, mais dans le marécage de Kinshasa, il y a eu un moment où les gens de Kinshasa ne mangeaient pas le riz de Pakistanais et on avait oublié le riz du Ghana. On mangeait que le riz de Bumba et le riz de Chinois, qu'on appelait l'osaba chinois, c'était cultivé ici, dans ces terrains que vous voyez là. Mais depuis un certain moment, comme dans notre pays, quand le partenaire se retire, le projet tombe, quand les Quinois se sont retirés à partir des pillages, il y a eu l'abandon, le programme national riz n'existe plus que de nom, et tous ces terrains sont laissés en friche, ce qui fait que même le riz de Chinois n'arrive plus à nourrir les gens de Kingabwa. À Kingabwa, on commence à consommer le riz de Pakistanais, le riz de je ne sais pas moi, je ne suis pas contre ces riz, mais il faut aussi commencer par consommer local. Et quand on construit un tel projet, c'est encourageant, c'est bon. Mais, je pourrais dire, à côté de ça, il y a un épineux problème des embouteillages. Il arrive que même le chef de l'État, lorsqu'il passe sur le boulevard Lumumba, qu'il soit bloqué dans des bouchons terribles. Et on est obligé, ces gardes du corps, les militaires qui l'accompagnent sont parfois obligés de descendre de leur jeep, de faire le policier de roulage pour frayer du chemin afin que le véhicule du président passe. Il y a de sérieux problèmes d'embouteillage. Et à Kinshasa, tant qu'on aura une seule route, qu'on n'aura qu'une seule route qui permet aux véhicules du district de Tchangou de venir en ville, on aura des problèmes. Il fut un temps où le pont de la rivière Njili au niveau du boulevard était menacé. Et ça a donné du casse-tête. On a fait diligence pour réparer ce pont. Et si aujourd'hui, par une catastrophe naturelle, ce pont venait à s'écrouler, la ville de Kinshasa serait coupée en deux. C'est que les véhicules ne passeront pas. Même si le pont reste, parce que le pont ne s'écroulera pas, Dieu va aider. Mais avec ces embouteillages, ce n'est pas intéressant. Avant, moi je suis un garçon qui est né à Kinshasa, je grandis à Kinshasa. Avant, lorsque vous prenez votre bus, il y avait la ligne de la Sotraz, Société des Transports Aérois, la ligne 16 qui faisait l'aéroport jusqu'au marché central. Vous prenez le bus de la Sotraz et 30 minutes après, vous arrivez en ville, au marché central. Il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Mais aujourd'hui, lorsque vous quittez l'aéroport à 7 heures, avec les embouteillages, vous pouvez arriver en ville à midi. Parce qu'il y a des bouchons partout. Mais pourquoi ne pas prolonger cette route? Pourquoi ne pas mettre des moyens de façon à ce que cette route ne soit plus qu'une route de desserte agricole, mais que ce soit une route périphérique qui desserve la ville de Kinshasa. À partir de l'aéroport, les gens, au lieu de prendre le boulevard Lumumba, ils peuvent prendre cette route et aboutir à l'avenue de poids lourds. Lorsqu'on fait cela, on aura résolu un grand problème de circulation dans la ville de Kinshasa, notamment dans sa partie est. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'allais dire, on m'a dit que non, cette formule est mauvaise. On m'a dit que cette formule est mauvaise et je ne le dis plus, je retire cela. Je n'ai pas dit et je vous remercie, non. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir écouté et je pense que les autorités pourront nous aider à comprendre. Merci beaucoup. Que Dieu protège le Congo et que Dieu nous inspire, nous et nos autorités. Merci.